Beaucoup, je pense que pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays, il faut que je vous donne la casquette que je peux prendre ici. Je suis en ce moment doctorant au Collège des hautes études en stratégie de défense. Je suis même chef de promotion là-bas. Dans quelques jours, je vais défendre le Master 2 en cours de préparation de ce doctorat sur la stratégie de notre pays. Nous, stratèges, géostratèges, nous avons comme démarche l'analyse de l'existant pour proposer la prospective, c'est-à-dire ce qui peut être fait dans les jours, les mois et années à venir. L'histoire de la République démocratique du Congo, c'est une histoire d'un pays issu d'un compromis des grandes puissances. La RDC n'existe pas comme pays qui sort comme ça du néant. Après 1885 à Berlin, ce sont les grandes puissances qui ont regardé dans cette partie de l'Afrique équatoriale, terrain immense. Les rois à l'époque, Léopold II, qui est issu d'une famille britannique, qui avait envoyé ici des explorateurs, avait constaté qu'ici il y avait beaucoup de richesses. D'abord, faune et flore, d'abord la forêt. Et ça coïncidait avec ce qu'on appelait la révolution industrielle automobile en particulier. Donc de 1885 à 1908, Léopold II a exploité ces territoires. Mais les compromis que je vous ai dit tout à l'heure étaient sur base de quoi? Les grandes puissances ont dit ce territoire va appartenir à tout le monde pour l'exploitation. Le premier pays qui nous a reconnus, ce sont les États-Unis d'Amérique. État indépendant du Congo. Ensuite, ça en est suivi d'autres pays. Et le Congo, notre Congo, c'est un assemblage des ethnies, des royaumes que le roi Léopold II, avec ses explorateurs, ses envoyés spéciaux, parce que lui n'a jamais mis le pied ici, négocié entre les empires, Lunda, Luba, les rois Makoko, voilà. À chaque fois qu'il arrivait, il négociait, il signait des traités avec. Zingagouvou. Ainsi naquit la République démocratique du Congo aujourd'hui, qui est le résultat d'un compromis. Pendant toute la période de la colonisation, la Belgique nous colonisait, mais avec aussi le pays de la sous-région, le Rwanda, Burundi, qui s'appelle Burundi aujourd'hui, et nous étions là, dans une espèce d'espace, qui était en exploitation par la Belgique. À notre indépendance, on a délimité ces frontières. 1960, issu de la colonisation, le Rwanda vit le jour, le Burundi vit le jour, mais d'autres pays également. Il y a tout un livre écrit par le professeur Chiba Onkalala que je vous conseille. Vous allez lire les limites, la gestion des frontières de la RDC. L'avantage ou la malédiction que nous avons, parce que nous sommes riches. Et donc, l'ensemble des pays qui nous environnent envient ce qui est chez nous. Et fatalement, ces gens-là doivent nous agresser pour avoir ce qui est chez nous. Et dans la théorie de puissance, chaque pays doit protéger son patrimoine, son espace, ses richesses. Mais que direz-vous de ce... Et donc, ce qui se passe à l'Est, c'est quoi? Oui. C'est tout simplement la suite des envies des grandes puissances. Ce n'est pas les Rwandais qui nous agressent. Le Rwanda n'est que le point de passage. Ce n'est pas l'Ouganda qui nous agresse. L'Ouganda, c'est un point de passage. Le Burundi, pareil. L'Angola, la même chose. La Zambie, etc. Et dans la région de Grand Lac, nous étions puissants. Là, avant la CRGL de Mobutu, nous étions puissants. C'est nous, la RDC, qui faisait la loi. On a déstabilisé tout d'autres pays. Nous, la RDC, on a déstabilisé le Rwanda. Nous, la RDC, nous avons déstabilisé les Tchad. Nous avons installé les gens en Ouganda. Museveni, c'est nous qui avons installé Museveni. C'est Mobutu qui l'a fait. On a suffisamment reculé. Si à l'époque, nous disions, mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On a reculé, mais
la théorie des puissances, c'est épisodique, ça varie selon le temps. L'Empire romain, l'Empire ottoman, vous ne restez pas comme ça. Aujourd'hui, c'est la Chine qui prend de puissance, mais c'était aussi l'Empire romain, c'était les États-Unis qui sont en train de perdre le leadership, etc. Et chez nous, c'est la même chose. Lorsque le démocrate, voulant changer le leadership dans la sous-région, ils ont identifié Museveni. Kagame était chez Museveni, formé aux États-Unis. On a utilisé les deux pour défenestrer Mobutu. Mouzé, qui était un grand maquisard, un combattant, a rejoint ce chemin-là parce qu'il a profité, comme dit l'occasion faisant le larron, pour venir ici. C'était une agression déjà. L'entrée de l'AFDL et les autres, c'était une agression déjà. Ce n'était pas une agression, c'était une révolution. Agression du point de vue de Mobutu, oui. Parce que lorsqu'elle a une déstabilisation vient de l'extérieur, ça s'appelle agression. Agression, oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez rester dans une logique d'agression? Non. Vous devez vous préparer, vous consolider pour faire face à toute menace qui vient de l'extérieur. Nous ne travaillons pas pour endiguer la menace qui vient de l'extérieur. Nous cherchons ce qu'on appelle les boucs émissaires. Nous avons ce qu'on appelle la culture d'accusation. On ne peut pas être un pays puissant en accusant l'extérieur. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle l'introspection, regarder ce qui se passe chez vous. Les failles, c'est quoi en interne, selon vous? Mais parce que chez nous, on est distrait par le semblant de pouvoir. Le vrai pouvoir, il est économique. La RDC n'a pas le pouvoir économique. Qui contrôle notre économie? Ce sont les multinationales qui ont leurs investissements dans le secteur minier, la Chine en tête, les Indiens, les Libanais, voilà, c'est eux qui gèrent notre économie. Ils nous payent au passage un peu d'impôts, mais c'est eux qui font les plus-values avec notre économie. Nos finances, c'est pas nous qui avons nos finances, ce sont les Indiens. Donc, allez aux États-Unis. Equity, oui. Toutes les banques que vous voyez ici, c'est piloté par les Indiens, par Donc, vous voulez dire que derrière le Rwanda, il y a des grandes puissances? Bien évidemment, mais c'est un secret de polichinelle que le Rwanda est un point de passage des multinationales. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. Mais oui. Aux États-Unis, s'il y a un accord avec les États-Unis, sous la médiation de Trump, notamment, erreur ou stratégie? C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? C'est parce qu'on n'a pas fait la bonne analyse. La bonne analyse, c'est quoi? Pourquoi les États-Unis, par exemple, travaillent avec le Rwanda pour exploiter chez nous? Oui. Parce que le Rwanda leur donne, en quelque sorte, de fausses garanties. Du genre, moi, chez moi, je suis structuré, il n'y a pas de corruption, j'ai des usines, il y a des routes, c'est si. Et le Rwanda leur vend, voilà, en face, chez nous, il y a la déstabilisation, ils ne sont pas structurés, etc., etc. C'est depuis Mobutu? C'est depuis l'indépendance que ce plan a été mis en place, le plan de balkanisation. Non, la balkanisation, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Non, la balkanisation peut se concrétiser n'importe où, n'importe quand. Qu'est-ce que vous voulez Quand est-ce que la balkanisation se formalise pour un pays? Mais le Soudan était un pays uni, le Grand Soudan. Lorsque le Sud-Soudan, qui a beaucoup de pétrole, était exploité, où il y avait des conflits entre les arabophones et les nègres du Sud, les grandes puissances sont venues derrière. Les Américains ont soutenu les Sud-Soudan. Vous vous rappelez encore le Darfour? C'était une fausse crise créée de toutes pièces par les grandes puissances. Les Chinois ont commencé à exploiter le pétrole soudanais, les Chinois. Les Chinois aussi seraient derrière? Ils sont très présents, les Chinois, au Soudan. Alors, pour mieux exploiter les Soudans, on a créé le Darfour, on a soutenu le Darfour. Aujourd'hui, le Soudan est partitionné. La Libye, premier pays à gisement pétrolier important. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont assassiné Kadhafi. Regardez le tocard, là, Nicolas Sarkozy. En tête. Qu'est-ce que les pauvres Libyens, ils ont joué les jeux à Benghazi, et voilà, on vient pour nous instaurer la démocratie, etc. Ils ont fait tuer leur président, qui faisait du très bon travail. Conclusion, la Libye aujourd'hui partitionnée.
Je peux vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Et donc, dans notre cas d'espèce, ce que disait Lumumba en 1960, c'était vrai. La sécession katangais, c'était la Belgique. L'État du Sud-Kasaï, chez moi, l'État autonome du Sud-Kasaï, l'Empire de Kalonji du Touran, c'était aussi un peu la Belgique. Mais Mobutu, c'était les États-Unis, avec la CIA, qui ne voulaient pas que le Zaïre ou le Congo d'alors soient partitionnés parce qu'ils voulaient un Congo fort dans cette partie de l'Afrique pour lutter contre le communisme. Et Mobutu a joué ce rôle pendant 30 ans. C'est ça la géopolitique. Chez nous, on a fait une mauvaise analyse pour dire si les Américains traitent avec le Rwanda, allons proposer aux Américains de leur vendre nos minéraux directement, comme ça ils vont lâcher les Rwandais. Mais si chez nous, d'une manière intrinsèque, d'une manière interne, nous n'avons pas encore structuré l'État, l'administration, l'économie, ce qu'on appelle le climat des affaires, ce qu'on appelle la paix, on ne peut pas faire des affaires avec nous. Parlons un peu des individus, quelques individus, quelques personnes qui ont eu les grandes responsabilités. Je vois Joseph Kabila, je vois Mosé Laurent Désiré Kabila. Mobutu aussi. Aujourd'hui Félix Tshisekedi. Aujourd'hui Félix Tshisekedi. Oui. Qui est celui qui a essayé quand même d'imprimer une bonne politique? Alors, chacun à son niveau a fait quelque chose. Lorsque Mosé arrive, avec les Rwandais, les Ougandais, etc., le plan était de mettre un étranger pour gérer les Congos. Mosé Kabila? Non. Quand il venait avec le Rwanda, oui, les Rwandais voulaient prendre le contrôle du pays. Mais on mettait Mosé avant, comme c'était un ancien maquisard, un ancien combattant, etc., pour un peu congoliser la lutte. Oui. Mais arrivé au niveau de Lubumbashi, Mosé avait compris les jeux, il a anticipé, il a pris le pouvoir. Il est arrivé à Kinshasa en 98, et il a vu qu'il y avait une présence exagérée des Rwandais. Il a demandé de partir. Ils n'ont pas voulu. Ils ont commencé à lui faire la guerre à partir du Congo central ici. Et ça a commencé l'agression réelle des Rwandais. Le fameux accord de l'Émirat, utopie ou... Qui n'existe pas. Paix à son âme, le professeur Kalele racontait toujours cette fable-là. Mais en réalité, il n'y avait rien à l'Émirat. Mosé n'avait... partie du pays au Rwandais. C'est faux. C'est faux et archi faux. Il faut que dans notre pays, qu'on arrête ces fables qui ne reposent sur rien. Mosé avait quelle qualité pour signer à l'Émirat un contrat pour céder le Congo? Mais sur base de quoi? Il allait céder de quelle manière? Ça n'existe pas. Et donc, quand Mosé arrive, il chasse les Rwandais commencent à lui faire la guerre. Jusqu'à les tuer en 2001. Ce sont les Rwandais qui ont tué... Entre autres, avec notamment ce qu'on appelle la conspiration. Anti-Mosé, parce qu'il est patriote, il aimait son pays, il ne voulait pas... Le Rwandais avait cette volonté de mettre la main sur la RDC. Mais comme beaucoup de pays, pas seulement les Rwandais, l'emprise sur notre pays n'est pas seulement l'exclusivité du Rwanda. Notre pétrole ici au plateau continental, siphonné par les Angolais, c'est pas ça à prendre dans notre pays? Aller là-bas en Zambie, on a une partie de notre pays qui est sous contrôle de Zambie. Il y a eu des conflits à plusieurs reprises. On a même envoyé des équipes là-bas pour ce qu'on appelle mettre des bornes au clair, etc. Congo-Brazzaville en face ici, l'île d'Embamou, partout, où ils revendiquent, où ils sont en train de s'installer là-bas. C'est souvent chez nous. Donc la culture de contrôle du territoire, ce n'est pas l'exclusivité rwandaise. C'est réducteur. Quand vous allez en Ituri, l'Ouganda qui exploite là-bas chez nous, c'est ça aussi la balkanisation. Donc, il faut faire une bonne lecture de ce qu'on appelle la souveraineté nationale pour essayer de vous organiser pour empêcher l'emprise des autres sur votre pays. Ce conflit a culminé à un moment donné, selon certains. Mais j'étais en train de vous dire, vous m'avez posé la question, qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Mosé a fait ce qu'il pouvait jusqu'à mourir. Quand son fils arrive, Joseph Kabila... Juste pour conclure, Mosé n'a pas trahi. Mosé, le fait de s'allier avec le Rwandais, c'était pas une trahison? Non. Il n'a pas trahi sa part. Non, toutes les révolutions ont toujours connu la participation des forces étrangères. Vous parlez de l'agression ou de la révolution? Non. De l'AFDL. Mosé avait son combat pour chasser la dictature de Mobutu. Avec le Rwandais. Il a fait appel, non, pas avec le Rwandais. Il n'a pas lutté qu'avec les Rwandais. Il y a eu d'autres
combattants qui l'ont aidé, y compris Che Guevara. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont été avec Mouzé, comme dans toutes les révolutions. Le RCD, il y avait certes des Rwandais, mais il y avait d'autres personnes aussi. Le MLC de Bemba, c'était les Ougandais, mais il y avait d'autres nationalités aussi. Donc il ne faut pas réduire la crise à l'Est ou de l'Est au seul Rwanda. C'est réducteur, c'est pauvre, et ça ne se peut pas se fixer dans les Massissi ou au Tchoué, etc. Le Congo est une belle femme qui est aujourd'hui, et encore hier et aujourd'hui, et demain encore, convoitée. Joseph Kabila arrive, le pays était balkanisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Pierre Bemba avec sa petite république. Les Rwandais avec les Roubaix-Rois, etc., RCD avec tous les gens là que vous voyez aujourd'hui. Oui, oui, ils sont encore là. D'autres sont avec Félix Tshisekedi aujourd'hui. Avec les républiques. Il y a même un ministre là qui était avec Moussa Nyamwisi, hein, qui est là, qui fait beaucoup de bruit là. Et ils étaient dans les républiques là-bas. RCD, KML. Non, laissez-moi vous dire, c'est ça la vérité du Congo. Oui. Kabila, contrairement aux Rwandais et tout ça, il a mis tout ce beau monde ensemble. Erreur ou... Non. Pas erreur. Il les avait mis ensemble, il a réunifié le pays. S'il était Rwandais, il pouvait occasionner, provoquer, installer la balkanisation concrétisée avec les Rwandais. Il allait même s'allier avec le RCD pour le faire. Pourquoi son père a été tué? Il n'a fait que 3 ans et demi, voire 4 ans au pouvoir, mais lui a fait 18 ans. Pourquoi n'a pas été inquiété par les Rwandais? Il a été inquiété plus d'une fois. Joseph Kabila a fait la guerre contre, d'abord, RCD, qui était jusqu'ici à Kabinda, ici. Il les a vaincus, parce qu'ils n'ont pas remporté une victoire contre la RCD, enfin, notre pays. Oui. Il a fait la guerre contre les Ougandais avec Jean-Pierre Bemba, au MLC, à l'Équateur là-bas, partout. Et il a fait la guerre aux autres groupes, la Maïma, etc. Il a fait la guerre à CNDP. C'est Joseph Kabila qui a fait la guerre à CNDP. Joseph Kabila a fait condamner l'Ouganda. L'argent que les gens se partagent là, comme des cacahuètes. Les Frivao? Oui, c'est Joseph Kabila ça, qui a non seulement vaincu les Ougandais, mais les a fait condamner, ils devaient payer des milliards de dollars. On a même diminué ces montants-là. Et Joseph Kabila a vaincu le M23. Il a vaincu. Il est chassé de la RDC. Mais comment il dit aujourd'hui que le M23 a des revendications légitimes? Ça paraît quand même contradictoire pour un chef d'État qui a lutté contre le M23, qui l'a vaincu, comme vous le dites. Le problème avec notre pays, c'est qu'on réfléchit à la petite semaine. Il faut faire ce qu'on appelle une réflexion macro, nationale. Il faut arriver à comprendre le contexte de ce que nous vivons aujourd'hui. Le Congo est un pays convoité. D'abord, le Congo est un pays convoité. Le Congo a de besoins de sécurisation permanente. Au sein du M23, avec lesquels d'ailleurs le gouvernement a signé, il y a des Congolais. Il y a des Congolais. Comme il y avait des Congolais dans RCD, comme il y avait les Congolais dans MLC, de Jean-Pierre Bemba, qui avaient aussi de revendications. Jean-Pierre Bemba, par exemple, disait que Laurent Désiré Kabila était dictateur. Et il avait raison de dire, en tant que épris de démocratie, de paix, etc. Comme à l'époque, les Tambwe Mwamba, les Mendo Malanga disaient que ici à Kinshasa, il y avait la privation des libertés. Mais ils étaient dans une posture d'agression contre le gouvernement central. Mais à Sun City, on a tué tout ça pour sortir ce qu'on appelle l'accord global inclusif. Parlez-nous un peu, M. Jean-Marie Kassamba, journaliste de longue date. Hein, depuis l'époque, vous étiez journaliste déjà, vous... Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui, oui. Donc, et je connais tout ça, je les ai vécus. Hein. J'ai vécu tout ce que j'ai en train de vous dire. Vous êtes donc un témoin oculaire. Oui. L'UDPS à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, ceux qui ont tendance à soutenir l'opposition, le M23, sont des traîtres
La trahison, ils sont traqués. Oui. Ils sont tout... L'UDPS à l'époque avait quel comportement? Est-ce que l'UDPS avait un comportement de soutien à la rébellion ou l'UDPS faisait un combat? Tout le monde a travaillé avec tout le monde. Autrement dit, il n'y a pas un seul mouvement de rébellion, de contestation, qui n'a pas eu le soutien de la classe politique, de l'opposition, de la majorité. Quel est le mouvement qui était soutenu par l'UDPS? Mais lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est en train de venir, Mobutu considérait que c'était une agression, une rébellion. Mais le long du parcours de Mouzé, quels sont les gens qui ont été nommés gouverneurs, administrateurs du territoire, depuis Bukavu jusque dans les Katanga? Les membres de l'UDPS. Lorsque le dernier gouvernement d'Etienne Tshisekedi, n'est-ce pas qu'il a réservé de places, des postes à l'AFDEL de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Et qu'il avait envoyé son envoyé spécial à son temps, il est encore vivant, on peut lui demander, Olengankoy, qui est là, pour aller rencontrer Mouzé, rebelle à cette époque-là, selon Mobutu, pour voir de quelle manière ils peuvent travailler ensemble. Et dans le dernier gouvernement, constitué ici, et Tshisekedi avait dit, nous attendons notre frère, j'attends mon frère, Laurent Désiré Kabila, pour voir comment nous allons travailler ensemble. Il a même dit, je lui donne des conseils, qu'il demande la facture aux Rwandais, qui l'ont aidé à venir jusqu'ici, pour qu'on paye cette facture qui rentre chez eux. Pas de trahison à l'époque. Non. J'ai dit, tout le monde a travaillé avec tout le monde. Lui-même a passé en revue les troupes du RCD à la sortie de Sun City, en province orientale. Les images existent. Président Jean-Marie Cazon, vous avez parlé de 3 présidents. Parlez-nous maintenant de Félix Tshisekedi. Mais je ne vous ai pas parlé de Kabila. Je vous ai dit que Kabila a beaucoup fait pour non seulement consolider la paix, mais plus d'une fois a fait face à beaucoup de tentatives d'assassinat, d'élimination, et par les Rwandais, et par tous ceux qui ne voulaient pas que le Congo soit en paix. Joseph Kabila. Bien évidemment, et je le dis en connaissance des causes. Un petit mot. Tshisekedi, lorsqu'il arrive... Oui? Avant de passer à Tshisekedi, oui? Un petit mot sur la nationalité de Joseph Kabila. Juste un petit mot. Il y a des sources qui disent que Kabila, en Tanzanie, portait un autre nom. Le nom de Hippolyte... je crois Hippolyte Kanambe. Et madame, sa jumelle, Jeannette, avait un autre nom également en Tanzanie parce que il ne voulait pas qu'on les appelle Kabila parce que Mobutu allait les traquer, les arrêter là-bas. Il semblerait qu'ils portaient des noms, d'autres noms. Est-ce que cela est vrai, vous? Je vais vous aider. Oui. J'ai l'impression que, soit chez nous, les gens ne savent pas comment ça marche, ou ils font semblant de réfléchir comme des gens normaux, intelligents, ayant ce qu'on appelle la capacité de réflexion basique. Lorsque Félix Tshisekedi dit, les images sont là, que nous, pendant que mon papa faisait l'opposition, on portait des faux noms, on sortait par Brazzaville pour aller à Paris. Il n'était pas congolais. Non, je pose la question. J'ai dit toutes les révolutions, tous les combats. Il y a toujours des camouflages d'identité. Tout opposant. Et d'ailleurs, c'est même conseillé pour des gens qui sont dans les services secrets, qui sont opposants traqués, d'avoir plusieurs identités, parce que c'est la seule façon de se déplacer, de se camoufler, etc. Et Joseph Kabila est né dans la clandestinité en 1972. Son père, laissez-moi vous dire ça, parce que les gens se vertuent à raconter des sornettes, des bêtises, qui n'aident même pas ni l'histoire, ni la jeunesse. Et pensant qu'en raconter ces histoires-là, ça leur donne une certaine crédibilité. Quelqu'un qui est né dans l'adversité. Son papa
un combattant, maquisard, qui voyageait aussi avec des fausses identités, qui avait des enfants à protéger. Mais il peut leur donner tous les noms pour protéger ses enfants. Où est la nouveauté là? Il y a des gens qui sont à l'étranger pour des raisons X. Ils donnent des noms qui n'ont rien à voir avec leur propre identité à leurs enfants. Ça leur enlève leur identité intrinsèque. Et Joseph Kabila, pour sa protection, sa famille, ses frères et sœurs, ont recouru à ceci pour des raisons évidentes. Maintenant, quand vous regardez la morphologie de Joseph Kabila, de ses frères et sœurs, moi j'en connais plein de sa famille. Jusqu'à maintenant, ils vivent ici au Congo. Jusqu'à maintenant. S'il était rwandais, le vrai gens crédible serait parti au Rwanda, identifier le village, les cousins, l'arbre généalogique. Notre haute cour militaire, a coupé court un peu à tout ceci. Notre cour militaire. Quand les avocats là qui étaient venus avec des identités farfelues, tout ça, d'abord, c'est pas digne des avocats, c'est pas digne. Ils ont même voulu contredire mon collègue, l'auditeur général, quelqu'un de très haut niveau, Likoulia. On a été ensemble au Tchest, session spéciale, quelqu'un de très intelligent. Et heureusement, il a recadré des choses, on ne peut plus clairement. La République ne marche pas comme ça. Nous sommes des enseignants, nous donnons des cours d'histoire, de géographie, de politique aux jeunes pour que demain, ils soient des vrais citoyens. Il n'est pas le seul accusé d'être étranger, Moïse Katumbi, pendant la campagne. Ce sont les bêtises. Mais ce sont des bêtises que les gens qui avancent ce genre de choses, qu'ils amènent test ADN, histoire, arbre géologique. Ça ne suffit pas de dire tel est comme ça, parce que si on va maintenant fouiner dans la vie de chacun, ton grand-père était quoi? Ton village c'est où? Ta maman s'appelle comment? Tout le monde n'a pas la chance que moi j'ai, hein, Jean-Marie Kassamba. Okay. Je suis de Bakwakanjinga, Kabeya Kamwanga, mon père est de là, ma mère est de Kamouecha, je peux tout raconter comme ça. Rares sont des gens qui peuvent vous dire ça comme ça. Donc, avant même d'avancer des choses, regardez-vous en face. Regardez votre propre famille. Votre propre pauvre, vous ressemblez à quoi? Voilà, ça c'est des choses évidentes. Mais on n'en est pas là. Le Congo est multiracial. Je vous ai parlé de l'histoire de ce pays. C'est un assemblage des ethnies. Quand vous allez dans le Congo central ici, là, sur toutes les Bao, comment on appelle ça? Les gens qui sont à la frontière avec l'Angola. Les Baoyo. Oui. Mais il y a plein de métis là-bas. Allez à Kisangani, il y a plein de métis là-bas, allez à l'Équateur. Tous ces gens ne sont pas des Congolais? Non, qu'on arrête un peu, c'est de la distraction. Joseph Kabila est Congolais, Kassaïen, Moulouba. Il est Kassaïen? Oui, mais il est pas Kassaïen, il est Moulouba. Voilà, Louba, de Sangalubangou. Moi, je suis Louba dit Kassai, lui, le Louba dit Katanga, Moulouba Kat. Sa maman est Bangu Bangu de Maniema. Tout le monde est là. Alors, qu'on arrête ça. D'abord, ça distrait la population inutilement. Ça distrait la population inutilement. Vous avez assisté également à la passation des pouvoirs pacifiques. Oui. En 2019. J'avais beaucoup d'émotions ces jours-là. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pour une fois, on écrit l'histoire de notre pays positivement. Mais les pécheurs en eau trouble n'ont pas hésité de chambarder tout ça, de bousiller tout ça inutilement. Aujourd'hui, tout le monde regrette. Et on va revenir à la case départ. Beaucoup ont commencé à appeler Kabila le père de l'alternance. Il le restera. C'est ce que l'histoire gardera de Joseph Kabila. Il l'est. La Constitution, une Constitution écrite, bon, vous savez ce que dit le pouvoir, ceux qui veulent le changement de la Constitution, écrite par des étrangers. Faux. Une Constitution qui était un piège. J'ai dit faux. Le professeur Bakandeja, que vous connaissez bien, il a même parlé d'un chiffon. J'ai dit c'est faux. Et je le dis, je le confirme. Tous les constitutionnalistes de ce pays savent que la constitution que nous avons là, comme l'avait dit Mbata, c'est la meilleure constitution que le Congo ait eue.
Et c'est cette constitution qui a permis à tout le monde, tous ceux qui font du bruit, d'être ceux qu'ils sont. Parce que le Congo, quand Mobutu part, n'avait aucun texte. Mobutu, plutôt Laurent Désiré Kabila gérait avec l'arrêté 003. En 2006, le compromis de Sun City a donné la transition, le référendum, la constitution. Et laquelle constitution nous a donné des cycles électoraux. Mais elle n'est pas parfaite, on peut aussi la revoir. Mais toute constitution est révisable. Il n'est pas interdit de revoir une constitution. Partout dans le monde, il y a des amendements. Aux États-Unis, on parle des amendements. Est-ce que c'est logique? On peut, effectivement. Attention à ceux qui sont en place aujourd'hui. Certains politiques disent que si on veut toucher à la Constitution, c'est pour permettre au chef de l'État de rester longtemps au pouvoir, le plus longtemps possible. Mais c'est ce qu'on avait dit de Joseph Kabila aussi, en 2016. Vous vous rappelez? Il y a toujours des intentions qu'on prête à ceux qui sont en place de toucher au texte parce qu'ils ont envie de rester le plus longtemps possible. Oubliez que le maître de l'histoire ou le maître de notre destin, c'est Dieu. Dieu, lui, que vous le vouliez ou non, peut changer le destin de ceux que vous... nonobstant les textes. Parlez-nous maintenant de Félix Tshisekedi, 2019 à 2025. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir d'une manière pacifique. Et puis, le départ était très bon. Malgré quelques mauvais comportements des individus, de part et d'autre. Ce que Joseph Kabila avait envoyé pour aller travailler avec Félix Tshisekedi, c'est que Tshisekedi lui-même avait désigné pour être dans cette cellule. Chacun était venu pour torpiller. On rentrait à raconter à Joseph Kabila des choses pour l'énerver, lui qui avait la majorité parlementaire, et les autres allaient raconter des choses au président Tshisekedi pour l'énerver, dire voilà les gens que Joseph Kabila a mis là-bas, y compris ceux qui sont au gouvernement, ne vous respectent pas. Ce que Kabila n'avait jamais dit à ces gens-là, il disait de respecter le président, de respecter les textes de la République. Puisque Kabila était un homme perfectible. Tout homme est perfectible. Justement. Tout homme est perfectible. Quel aspect, selon vous, vous avez, en tant que journaliste, vous avez constaté de Kabila qui n'était pas bon? Mais je vous ai dit que le maréchal Mobutu était un grand leader. Le rayonnement de notre pays, la respectabilité, la politique des grands travaux, oui. Mais Mobutu avait permis ce qu'on appelle la corruption à outrance. Iba, Ndambu, Tikandambu. Kabji, en 1978, notre pays était sous tutelle de la Banque mondiale et un certain Blumenthal était venu ici pour gérer la banque centrale que vous voyez. En 1980, première dévaluation, etc. Jusqu'à ce qu'il soit parti en 90, les Zaïre ne représentaient pas grand-chose. Mais Mobutu était un grand président. Regardez comment on fait maintenant de la nostalgie, etc., etc. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est arrivé, il voulait bousculer les choses le plus rapidement possible. On a supprimé dans un premier temps les partis politiques, on a fouetté un peu les gens, c'était dur, etc. Il aurait peut-être fait ça avec beaucoup de doigté au niveau de la diplomatie, chauffer même jusqu'au secrétaire d'État américain. À l'époque, Madeleine Albright, il l'a raccroché au nez, tout ça, voilà. Ça ne se fait pas dans la diplomatie. Il en est mort. Joseph Kabila était venu avec une tempérance. J'observe, je donne la chance à chacun. Ça créait parfois des impunités, parce qu'il prenait du temps à sanctionner. Les gens en ont profité. Il dit voilà, il prend du temps à décider, et donc on peut s'autoriser des choses. Ça crée des monstres. C'est là la plus grande faiblesse de Kabila. Oui, parce que moi, je le lui disais à plusieurs fois, je lui disais, il faut sanctionner, et vite. Il dit, non, il faut donner la chance à l'homme de se repentir, d'échanger. Parce qu'une fois, on a même exécuté des gens qui n'étaient pas coupables. Donc moi, je donne une chance à quelqu'un de se repentir. Mais les Congolais, lorsque vous les laissez, on le vit aujourd'hui, dans la faute, dans un comportement, on va dire, de permissivité, ils s'enracinent, ils continuent à faire du mal. Et Joseph Kabila en a pris pour son compte les bêtises des autres.
tout ce qu'on disait de mal, c'était lui le chef, c'est naturel. Eh bien, justement, un chef, ça assume. Il ne faut pas toujours dire que ce sont les collaborateurs. Non, le chef, ça s'assume. Et lui, il en a pris pour son compte. Quand on dit Joseph Kabila a tué Kapangala, a tué tel, a tué Chebeya, etc. Il n'a jamais pris son arme, il est parti tuer ces gens-là. Mais il y a eu des gens qui se sont mal comportés. Les faux sceptiques, ainsi de suite. La plupart des choses étaient fausses. Les indigents ici à Kinshasa, qui meurent encore jusqu'à aujourd'hui dans les hôpitaux, qu'on arrive à les enterrer parce qu'ils n'ont pas de famille pour les prendre en charge, ben on est parti filmer ça pour dire ce sont les charniers de Maluku, etc. Il était un bon président. Des bêtises. Il était un bon président, Kabila, Joseph. Ben, les preuves interroger la population. Ben, regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était un bon président. Beaucoup. Oui, beaucoup de gens. Nonobstant, c'est qu'on peut penser. Aujourd'hui, oui. Félix Tshisekedi est venu président de la République avec des bonnes intentions. Moi, j'ai écouté son premier discours. J'étais là, il était à quelques mètres de moi. Rassembleur. Il a rendu même hommage à Joseph Kabila. Il a dicté ce qu'on appelle les grandes lignes d'une politique grandiose d'une grande nation comme la nôtre. Mais au fur et à mesure, les pêcheurs en eau trouble, les sirènes là qui racontent, qui chantent à l'oreille du président des choses, ont bousillé cet élan. L'élan de... L'élan du rassemblement. On a commencé à se regarder en chaîne de faïence. Aujourd'hui, il y a des choses qui se sont faites qui ne pouvaient pas se faire. Comme... Mais il n'est jamais tard. Mais les Congolais, parfois, se regardent en chaîne de faïence, je vous ai dit. Il y a des problèmes qui peuvent être réglés par le dialogue, par des consultations, par l'arbre à palabre. Devant votre conscience, Jean-Marie Kassamba, entre Tshisekedi et Kamere, et plutôt Tshisekedi et Kabila, votre choix se porterait vers qui? Il n'y a pas à mettre le choix. Moi, je suis journaliste. Je suis professionnel des médias. Vous pouvez pas... Je suis un quatrième pouvoir, mais je peux mélanger à d'autres pouvoirs. Félix Tshisekedi, il est exécutif. Joseph Kabila était exécutif. Moi, je suis pouvoir médiatique, pouvoir. Analytique, oui. Là, vous êtes... Mon pouvoir à moi, c'est d'observer, d'analyser, de voir ce qui est meilleur pour mon pays, pour la population, et de donner des conseils. C'est ce qu'on est en train de dire. Je rappelle l'histoire qui était notre histoire. J'ai dit ce qui a été, qui a mal fonctionné. Entre Lumumba et Kassavubu, par exemple, manipulé par la CIA, Kassavubu s'est retrouvé démuni de ses moyens, ici, enterré dans sa province, démuni, je dis bien, démuni. Président de la République. Entre Mobutu et Tchombe, Tchombe est parti mourir en Algérie, Premier ministre tout-puissant, populaire, etc. Entre Mobutu et Tshisekedi, Mobutu est parti mourir au Maroc, Tshisekedi est resté à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est entre Tshisekedi et Kabila. Il ne faut pas qu'on répète l'histoire. Il faut qu'on puisse gérer notre histoire avec un peu plus de background pour dire on inscrit le pays dans un de ses discours que ce qui se passe dans la partie Est, l'AFCM 23, tout ce qui se passe, c'est son prédécesseur, Joseph Kabila. C'est un discours politique. C'est-à-dire c'est un discours politique. Un politicien, il prend les angles, etc. etc. C'est un chef de l'État. Maintenant, oui, mais un chef de l'État, c'est un être humain. Il peut se tromper aussi. Un chef d'État, on peut lui donner des informations qui doivent être regroupées, etc. Moi, j'aurais voulu, par exemple, que durant le procès, c'est là où on devait éléments à l'appui, montrer des photos, des audios, des documents. Rien du tout, rien n'a été fait. Ben, vous êtes journaliste, si vous avez ces éléments, vous pouvez me les montrer. Vous pouvez me les montrer. C'est cela, c'était l'occasion idoine d'ailleurs pour le faire. Mais bon, c'est déjà passé. Maintenant, il faut qu'on voie devant, qu'on regarde en avant. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que la concorde tant recherchée revienne dans notre pays? Quelle est la démarche qu'on doit adopter pour que les choses se fassent dans les règles de l'art? Il y a moyen de... Le meilleur moyen de mettre fin à ça. Se parler. Au Congo, comme ailleurs, il n'y a pas meilleure façon de régler des problèmes que c'est de parler.
Ce que les gens appellent les causes profondes, c'est parler tout simplement, carte sur table. Tel dit, voilà, telle situation, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ce qu'on appelle les modus operandi, les manières de régler nos problèmes. Mais ça s'est fait déjà à Doha. Avec qui on discute à Doha? M23, AFC. C'est eux qui font la guerre. Il faut qu'au niveau de Kinshasa, qu'on le dise, on est en train justement de chercher des solutions. Aux États-Unis, qu'est-ce que les Américains nous demandent? Ben, de parler. Le Rwanda, c'est un élément qu'eux utilisent avec les Qatar et tout ça, oui. Mais le premier problème, d'ailleurs, Boulos l'a dit, parlez entre vous, nous ne viendrons qu'en sus. Qu'ils dénoncent d'abord les agresseurs, tous ceux qui veulent bien. Qu'est-ce que ça veut dire dénoncer? Dénoncer. Est-ce que le fait que moi j'ai dit par exemple, les Rwandais nous agressent, ils sont méchants, ça règle le problème? Non. Bien au contraire. Les Rwandais peuvent dire non, je ne vous agresse pas. Est-ce que ça règle les problèmes? Non. Ce qui peut régler les problèmes, c'est mon organisation interne. Ça veut dire quoi? Je forme mes militaires, j'équipe mon espace avec des satellites, avec les drones. Mon administration est formatée, mon service de renseignement a des moyens, mon service de contre-espionnage fait du boulot, mes diplomates ont le nécessaire. Et je vais faire ce qu'on appelle les talk and fight. Talk and fight. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle avec celui qui m'agresse et je consolide ma défense. Si sur le plan de la diplomatie, qui est la continuation de la guerre sous d'autres formes, ne marche pas, je reviens sur la forme basique, c'est-à-dire la puissance militaire d'un État, Léviathan, c'est comme ça on l'appelle. Léviathan. Oui. L'État est un Léviathan qui protège et son territoire, et les gens, oui, et les biens des gens. Est-ce qu'on devrait penser aux élections? Est-ce qu'on devait commencer à y penser déjà? Mais dans les cas d'espèce, les élections, excusez-moi du terme, ça n'a aucune signification. Parce que la Constitution elle-même dit, si le pays est en situation de guerre, inutile de faire des élections, c'est pas légal. Qu'on mette d'abord fin à la... Oui, mais dans ces cas, il faut qu'on puisse mettre en place une dynamique réelle de résolution des conflits pour pacifier le pays et faire des élections après. Président Jean-Marie Kassamba, on va atterrir. Mais déjà? Oui, les temps passent très vite. Bientôt 1 heure. Mais parlons un peu de la situation de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui. Il y a eu le président qui a démissionné, madame la rapporteure adjointe également qui a démissionné. Il y a un candidat qui est pressenti succéder à Kaméré. C'est Aimé Boji Sangara qui a démissionné du poste de ministre de l'Industrie. Votre lecture? Épiphénomène. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que, excusez-moi du peu, c'est l'actualité quinoise. Ah bon? Oui. L'Assemblée nationale... Parce que une grande partie de notre pays, d'ailleurs, d'où est ressortissant, pour ne pas dire originaire, Aimé Boji et que Vital Kaméré, est sous occupation. Les Congos utiles, autrement dit les Congos riches, sous occupation. Est-ce qu'on se contente de gérer l'Ouest avec l'Est qui représente un potentiel immense sur lequel d'ailleurs les grandes puissances ont de vue? On devait croiser les bras parce que l'Est est occupé. Non, c'est pas croiser les bras, c'est-à-dire que c'est poser les bonnes questions. Quand vous écoutez Bitakwira, il dit quoi? La population regarde un peu ce que nous sommes en train de faire et la population pense qu'on est inconscient. Je pense pour une fois, il a une des meilleures phrases qu'il a dites, c'est celle-là. À quoi ça sert des institutions lorsque ces institutions ne répondent pas aux attentes? Mais c'est fort ce que vous dites. Vous voulez que je rédise autrement? Oui. Les institutions ne servent que pour servir à la stabilité du pays, à l'essor économique du pays, à la sécurité du pays et au bien-être de la population. C'est ça l'utilité des institutions. Et nous, en tant qu'observateurs, nous disons que la structuration de l'État n'est valable que lorsque l'État, en tant que nation, répond aux besoins des populations.
Parce que l'État, c'est quoi? Le territoire, la population, les symboles, ou si vous voulez, les institutions, gouvernement central, Assemblée nationale, Assemblée provinciale, c'est ça qu'on appelle un État. Lorsque certains maillons de tout ce que je viens de vous expliquer ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'État. Et nous devons nous appesantir sur l'État et l'État-nation. Vous savez, à l'époque du Mobutu, il y avait 2 gouvernements, 2 parlements pendant la transition. Vous savez ça? À l'Assemblée nationale, là-bas, au Palais du Peuple, il y avait un gouvernement, un parlement. Au palais de la Nation, il y avait un gouvernement, un parlement, et HSRPT, ça s'appelait comme ça. On ne peut pas laisser notre pays dans une certaine déliquescence parce que les gens veulent avoir de postes. Les postes, c'est bien, mais le besoin de la population, c'est très bien aussi. La priorité. Et j'espère que la succession de Vital Kamerhe ne va pas créer l'affront, pour ne pas dire le déséquilibre. Parce que si on a pris Bauge faisant partie de l'UNC des Kamerhe sans le consentement des Kamerhe, il y aura ce qu'on appelle résistance, pour ne pas dire Kamerhe aussi va essayer de réagir à sa manière, et on n'est pas sorti de l'auberge. Sauvons la RDC. Aujourd'hui, la RDC mérite d'être sauvée. C'est une posture politique de ceux qui font la politique. C'est une posture politique. Parce qu'un politicien a toujours quoi? Un message. À l'époque du rassemblement, il y avait des postures. Moïse Katoubi, lorsqu'il faisait l'ensemble pour la République, il y avait une posture. IDPS, tenez bon, IDPS vaincra, c'est une posture. Ça aussi, c'est une posture. Ils font partie de l'espace politique national. Justement, la République démocratique du Congo, c'est ça. Pluralisme politique, expression libre et à la fois, libre circulation des personnes et des biens.